Vous voulez enfin surmonter le dégoût que vous cause l'histoire moderne, depuis la décadence de l'Empire romain, et prendre une idée générale des nations qui habitent et qui désolent la terre. Vous ne cherchez dans cette immensité que ce qui mérite d'être connu de vous. L'esprit, les mœurs, les usages des nations principales, appuyés des faits qu'il n'est pas permis d'ignorer. Le but de ce travail n'est pas de savoir en quelle année un prince indigne d'être connu succéda à un prince barbare chez une nation grossière. Si l'on pouvait avoir le malheur de mettre dans sa tête la suite chronologique de toutes les dynasties, on ne saurait que des mots. Autant il faut connaître les grandes actions des souverains qui ont rendu leur peuple meilleur et plus heureux, autant on peut ignorer le vulgaire des rois qui ne pourrait que charger la mémoire. J'ai peine à me défendre d'un vif enthousiasme quand je contemple 150 millions d'hommes gouvernés par 13 600 magistrats, divisés en différentes cours, toutes subordonnées à 6 cours supérieures, lesquelles sont elles-mêmes sous l'inspection d'une cour suprême. Cela me donne je ne sais quelle idée des 9 cœurs des anges de saint Thomas d'Aquin. Ce qui me plaît de toutes ces cours chinoises, c'est qu'aucune ne peut faire exécuter à mort le plus vil citoyen, à l'extrémité de l'Empire, sans que le procès ait été examiné 3 fois par le Grand Conseil, auquel préside l'empereur lui-même. Quand je ne connaîtrais de la Chine que cette seule loi, je dirais « Voilà le peuple le plus juste et le plus humain de l'univers. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Que deviendras-tu » C'est une question qu'on doit faire à tous les êtres de l'univers, mais à laquelle nul ne répond. Je demande aux plantes quelle vertu les fait croître et comment le même terrain produit des fruits si divers. Ces êtres insensibles et muets, quoique enrichis d'une faculté divine, me laissent à mon ignorance et à mes vaines conjectures. J'interroge cette foule d'animaux différents qui tous ont le mouvement et le communiquent, qui jouissent des mêmes sensations que moi, qui ont une mesure d'idées et de mémoire avec toutes les passions. Ils savent encore moins que moi ce qu'ils sont, pourquoi ils sont, et ce qu'ils deviennent. Je soupçonne, j'ai même lieu de croire que les planètes, les soleils innombrables qui remplissent l'espace, sont peuplés d'êtres sensibles et pensants. Mais une barrière éternelle nous sépare, et aucun de ces habitants des autres globes ne s'est communiqué à nous. Le philosophe ignorant. Premier doute. Je vous demande si on ne pourrait pas diminuer le nombre des délits en rendant les châtiments plus honteux et moins cruels. Ne remarquez-vous pas que les pays où la routine de la loi étale les plus affreux spectacles sont ceux où les crimes sont les plus multipliés? N'êtes-vous pas persuadé que l'amour de l'honneur et la crainte de la honte sont de meilleurs moralistes que les bourreaux? Les pays où l'on donne des prix à la vertu ne sont-ils pas mieux policés que ceux où l'on ne cherche que des prétextes de répandre le sang et d'hériter des coupables? Déclaration de Voltaire sur le tome 10 des Questions sur l'Encyclopédie. Nous déclarons aux savants qu'étant comme eux prodigieusement ignorants sur les premiers principes de toutes les choses, et sur le sens naturel, typique, mystique, allégorique de plusieurs choses, nous nous en rapportons sur ces choses au jugement infaillible de la Sainte Inquisition de Rome, de Milan, de Florence, de Madrid, de Lisbonne, et au décret de la Sorbonne de Paris, concile perpétuel des Gaules. Nos erreurs n'étant point pourvues de malice, mais étant la suite naturelle de la faiblesse humaine, nous espérons qu'elles nous seront pardonnées en ce monde et en l'autre. Nous supplions le peu de grands hommes qui nous restent d'ailleurs, comme l'auteur de la Gazette ecclésiastique, et l'abbé Guyon, et l'abbé de Caveyrac, auteur de l'apologie de la Saint-Barthélemy, et l'agréable Larcher, et le vertueux, le docile, le sage Langueviel, dit le Baumel, le profond et l'exact Nonotel, le pitoyable et doux Patouillet de nous aider dans notre entreprise. Nous profiterons de leurs critiques instructives, et nous nous ferons un vrai plaisir de rendre à tous ces messieurs la justice qui leur est due. Être français, c'est être libre. Ce nom seul est le signe de la propriété de sa personne. Cependant, la moitié des Francs-Comtois est privée de cette propriété, qu'un étranger acquiert en entrant en France, quoique depuis un siècle, cette moitié se glorifie avec l'autre moitié de porter le nom français. Cet abus tient à la coutume de cette province. Il faut prévenir bien sérieusement le lecteur qui daignera s'occuper un moment de cette discussion que nous parlons d'une province de l'Empire français,
d'une coutume existante dans sa force la plus rigoureuse, coutume appuyée d'une jurisprudence aussi terrible qu'elle, et d'un vaste commentaire plus terrible encore. Voltaire à d'Alembert, le 19 janvier 1758. Je ferais une bibliothèque que des injures qu'on a vomies contre moi et des calomnies qu'on a prodiguées. Vous n'êtes pas assurément dans cette situation cruelle et avilissante qui a été l'unique récompense de mes travaux. Vous êtes des 2 académies, pensionnés du roi. Ce grand ouvrage de l'encyclopédie auquel la nation doit s'intéresser vous est commun avec une douzaine d'hommes supérieurs qui doivent s'unir à vous. On a besoin de votre ouvrage. Il est devenu nécessaire. Il faudra bien qu'on vous facilite les moyens de le continuer avec honneur et sans dégoût. Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de 68 ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul, étranglé et pendu un fils âgé de 28 ans qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire. Il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par l'abbesse et par la servante. Comment une servante zélée, catholique, aurait-elle pu souffrir que des huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante? Comment l'abbesse serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami, dont il ignorait la conversion prétendue? Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils? Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous, sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans des meurtrissures, sans des habits déchirés? Voltaire à d'Alembert, le 9 juillet 1760. Mon cher philosophe, j'ai la vanité de croire que vous avez la même idée que moi. Vous voulez que Diderot entre à l'Académie. Vous le voulez, et il faut en venir à bout. Ne craignez point du tout que monsieur le duc de Choiseul vous barre. Je vous le répète, et je ne vous trompe pas, il se fera un mérite de vous servir, vous et les penseurs. Il y a très grande apparence qu'il protégera Diderot. Il ne sera pas difficile d'avoir pour nous Madame de Pompadour. En un mot, il faut mettre Diderot à l'Académie. C'est la plus belle vengeance qu'on puisse tirer de la pièce contre les philosophes. Ah, qu'il serait doux de recevoir à la fois Diderot et Helvétius. Mais notre siècle n'est pas digne d'un si grand coup. Il s'est trouvé des esprits assez aveugles pour saper tous les fondements de la société en croyant la réformer. On a été assez fou pour soutenir que le tien et le mien sont des crimes et qu'on ne doit point jouir de son travail. Que non seulement tous les hommes sont égaux, mais qu'ils ont perverti l'ordre de la nature en se rassemblant. Que l'homme est né pour être isolé comme une bête farouche, que les castors, les abeilles et les fourmis dérangent les lois éternelles en vivant en république. Ces impertinences, dignes de l'hôpital des fous, ont été quelque temps à la mode, comme des singes qu'on fait danser dans les foires. Elles ont été poussées jusqu'à ce point incroyable de démence qu'un je ne sais quel charlatan sauvage a osé dire, dans un projet d'éducation, qu'un roi ne doit pas balancer à donner en mariage à son fils la fille du bourreau, si les goûts, les humeurs et les caractères se conviennent. Lettre philosophique 10 sur le commerce. En France est marquis qui veut, et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec de l'argent à dépenser et un nom en hac ou en ille peut dire « un homme comme moi, un homme de ma qualité » et mépriser souverainement un négociant. Le négociant entend lui-même parler si souvent avec dédain de sa profession qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire et contribue au bonheur du monde. Lettre philosophique 25. Sur une pensée de Pascal. J'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable. Pour moi, quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer dans ce désespoir dont parle M. Pascal. Je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Pourquoi nous faire horreur de notre être? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire.
Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybariste. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence est, je crois, d'un homme sage. Dictionnaire philosophique. Démocratie. Il n'y a d'ordinaire nulle comparaison à faire entre les crimes des grands, qui sont toujours ambitieux, et les crimes du peuple, qui ne veut jamais et qui ne peut vouloir que la liberté et l'égalité. Ces deux sentiments, liberté et égalité, ne conduisent point droit à la calomnie, à la rupture, à l'assassinat, à l'empoisonnement, à la dévastation des terres de ses voisins, etc. Mais la grandeur ambitieuse et la rage du pouvoir précipitent dans tous ces crimes, en tout temps et en tout lieu. Candide, chapitre 30. Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople 2 vizirs du Ban et le Moufti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe faisait partout un grand bruit pendant quelques heures. Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le Moufti qu'on venait d'étrangler. « Je n'en sais rien, répondit le bonhomme, et je n'ai su le nom d'aucun Moufti ni d'ancien vizir. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez. Je présume qu'en général, ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement et qu'ils le méritent. Mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait à Constantinople. Je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que je cultive. » Dictionnaire philosophique. Torture. Les Romains n'infligèrent la torture qu'aux esclaves. Mais les esclaves n'étaient pas comptés pour des hommes. Il n'y a pas d'apparence non plus qu'un conseiller de la Tournelle regarde comme un de ses semblables un homme qu'on lui amène, hâve, pâle, défait, les yeux mornes, la barbe longue et sale, couvert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. Il se donne le plaisir de l'appliquer à la grande et à la petite torture en présence d'un chirurgien qui lui tâte le pouls jusqu'à ce qu'il soit en danger de mort, après quoi on recommence. Et comme dit très bien la comédie des plaideurs, cela fait toujours passer 1 heure ou 2. Le grave magistrat, qui a acheté pour quelque argent le droit de faire ses expériences sur son prochain, va conter à dîner à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois, madame en a été révoltée. À la seconde, elle y a pris goût, parce qu'après tout, les femmes sont curieuses. Et ensuite, la première chose qu'elle lui dit lorsqu'il rentre en robe chez lui, « Mon petit cœur, n'avez-vous fait donner aujourd'hui la question à personne ?» Les Français qui passent, je ne sais pourquoi, pour un peuple fort humain, s'étonnent que les Anglais, qui ont eu l'inhumanité de nous prendre tout le Canada, aient renoncé au plaisir de donner la question. Question sur l'encyclopédie « Économie ». L'économie d'un État n'est précisément que celle d'une grande famille. C'est ce qui porta le duc de Sully à donner le nom d'économie à ses mémoires. Toutes les autres branches d'un gouvernement sont plutôt des obstacles que des secours à l'administration des deniers publics. Des traités qu'il faut parfois conclure à prix d'or, des guerres malheureuses, ruinent un État pour longtemps. Les heureuses même l'épuisent. Le commerce intercepté et mal entendu l'appauvrit encore. Les impôts excessifs comblent la misère. Qu'est-ce qu'un État riche et bien organisé ? C'est celui où tout homme qui travaille est sûr d'une fortune convenable à sa condition, à commencer par le roi et à finir par le manœuvre. Dictionnaire philosophique, égalité. Si cette terre était ce qu'elle semble devoir être, si l'homme y trouvait partout une subsistance facile et assurée, et un climat convenable à sa nature, il est clair qu'il eût été impossible à un homme d'en asservir un autre. Que ce globe soit couvert de fruits salutaires, que l'air qui doit contribuer à notre vie ne nous donne point des maladies et une mort prématurée, que l'homme n'ait besoin d'autre logis et d'autre lit que celui des daims et des chevreuils, alors les Gengis Khan et les Tamerlans n'auront de valets que leurs enfants, qui seront assez honnêtes gens pour les aider dans leur vieillesse. Dans cet état naturel dont jouissent tous les quadrupèdes non domptés, les oiseaux et les reptiles, l'homme serait aussi heureux qu'eux. La domination serait alors une chimère, une absurdité à laquelle personne ne penserait.
car pourquoi chercher des serviteurs quand vous n'avez besoin d'aucun service? Dictionnaire philosophique, fanatisme. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités et ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Le plus détestable exemple de fanatisme est celui des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces, la nuit de la Saint-Barthélemy, leurs concitoyens qui n'allaient point à la messe. Il n'y a d'autre remède à cette maladie épidémique que l'esprit philosophique qui, répandu de proche en proche, adoucit enfin les mœurs des hommes et qui prévient les accès du mal. Car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir et attendre que l'air soit purifié. Précis du siècle de Louis XV, chapitre 43. Un ordre entier de religieux aboli par la puissance séculière, la discipline de quelques autres ordres monastiques réformés par cette puissance, les divisions même entre toute la magistrature et l'autorité épiscopale ont fait voir combien de préjugés se sont dissipés, combien la science du gouvernement s'est étendue et à quel point les esprits se sont éclairés. Les semences de cette science utile furent jetées dans le dernier siècle. Elles ont germé de tous côtés dans celui-ci jusqu'au fond des provinces, avec la véritable éloquence qu'on ne connaissait guère qu'à Paris, et qui, tout d'un coup, a fleuri dans plusieurs villes. Témoins les discours sortis ou du parquet ou de l'assemblée des chambres de quelques parlements, discours qui sont des chefs-d'œuvre de l'art de penser et de s'exprimer, du moins à beaucoup d'égards. Du temps des D'Aguesseau, les seuls modèles étaient dans la capitale et encore très rares. Une raison supérieure s'est fait entendre dans nos derniers jours du pied des Pyrénées au nord de la France. La philosophie, en rendant l'esprit plus juste et en bannissant le ridicule d'une parure recherchée, a rendu plus d'une province l'émule de la capitale. Traité sur la tolérance. S'il est utile d'entretenir le peuple dans la superstition. Quand les hommes n'ont pas de notion saine de la divinité, les idées fausses y suppléent. Comme dans les temps malheureux, on trafique avec de la mauvaise monnaie quand on n'en a pas de la bonne. Le païen craignait de commettre un crime, de peur d'être puni par les faux dieux. Le malabar craint d'être puni par sa pagode. Mais lorsqu'une fois les hommes sont parvenus à embrasser une religion pure et sainte, la superstition devient non seulement inutile, mais très dangereuse. On ne doit pas chercher à nourrir de glands ceux que Dieu daigne nourrir de pain. Candide ou l'optimisme, chapitre 18. Eldorado, le meilleur des mondes, visité par Candide et son fidèle Cacambo. On leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau de rose, celles de liqueur de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le Parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Après avoir parcouru toute l'après-dînée, à peu près la 1000e partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre sa majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère et jamais on eut plus d'esprit à souper qu'en eut sa majesté. Brutus, tragédie de Voltaire, acte 1, scène 2. Aux origines de Rome, après le renversement de la monarchie, Brutus, consul de la jeune République, s'adresse au peuple. Si dans le sein de Rome, il se trouvait un traître qui regretta les rois et qui voulut un maître, que le perfide meure au milieu des tourments, que sa cendre coupable, abandonnée au vent, ne laisse ici qu'un nom plus odieux encore que le nom des tyrans que Rome entière abhorre. Candide ou l'optimisme, chapitre 30.
Pangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Il fit entrer les étrangers dans sa maison. Ses 2 filles et ses 2 fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils faisaient eux-mêmes. Du kémac piqué d'écorce de cèdre confit, des oranges, des citrons, des limons, des ananas, des pistaches, du café de Moka qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles. Après quoi, les 2 filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide, de Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et magnifique terre. »« Je n'ai que 20 arpents, répondit le Turc. Je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin.